Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. On est vendredi, il est 18h, bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir, le dernier épisode de la campagne caniveau des élections régionales. Alain Madelin et Patrick Devedjian portent plainte pour diffamation contre Vincent Peillon. En réaction à l'affaire Soumaré, l'eurodéputé socialiste a déterré une vieille condamnation datant de 1965 à l'encontre des deux hommes de droite. Le maire de Roubaix et l'enseigne Quick ont trouvé un terrain d'entente. L'élu retire sa plainte pour discrimination à l'encontre des restaurants halal ouverts par la chaîne de restauration. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain sur fond de polémique. Contrairement aux 2 années précédentes, Nicolas Sarkozy ne viendra pas l'inaugurer. La profession en crise y voit un signe de négligence. Patrick Devedjian et Alain Madelin comptent donc porter plainte pour diffamation contre Vincent Peillon. L'eurodéputé socialiste a ressorti hier soir une très vieille condamnation à l'encontre des deux hommes de droite. En 1965, d'après un article du Petit Varois, ils auraient été condamnés à 1 an de prison avec sursis pour vol de voiture et pièces de bateau, ce qu'ils contestent. En déterrant cette vieille affaire, Vincent Peillon contre-attaque après la polémique Ali Soumaré, accusé d'être un délinquant multirécidiviste et chevronné par l'UMP. Paul Fourche et Aurélien Romano. Sous les yeux de Vincent Peillon, la photocopie d'un article du Petit Varois, une gazette locale, vieux de 45 ans. Le titre, c'est « En correctionnel, 2 jeunes dévoyés en vacances à la Croix-Valmer avaient essoufflé la police ». Ces 2 jeunes avaient volé une Sim Camille, avaient volé des moteurs de bateau, avaient des papiers d'identité faux, étaient des plaques d'immatriculation fausses, avaient avec eux un pistolet 6,35. Il s'agit des dénommés Patrick Devedjian et Alain Madelin. Cette révélation en forme de boutade qui déplaît fortement aux intéressés. Patrick Devedjian et Alain Madelin annoncent qu'ils vont poursuivre le responsable socialiste en diffamation. Côté UMP, on se refuse à commenter l'affaire. M. Peillon, il est abonné à la polémique. Voilà. Alors laissons la polémique à M. Peillon. Une polémique censée répondre à celle concernant le passé judiciaire d'Ali Soumaré. Le candidat PS au régional dans le Val d'Oise a tenu un meeting hier à Sarcelles avec comme invité de marque un ancien Premier ministre. Ce qu'il faut, c'est d'éviter de confondre le débat politique et le caniveau. Et il faut essayer d'élever le débat. Car pour l'instant, les candidats peinent à mobiliser leur électorat. À 2 semaines du premier tour des régionales, les sondages prévoient un taux d'abstention proche des 50%. Le maire de Roubaix retire sa plainte contre Quick. L'élu considérait que les restaurants uniquement halal de l'enseigne étaient une discrimination. Une rencontre entre les 2 parties a permis de trouver une solution technique. La Direction générale de l'aviation civile prévoit un retour à la normale du trafic aérien à partir de demain matin. Aujourd'hui encore, la moitié des vols au départ et à l'arrivée d'Orly ont été annulés. Les syndicats estiment avoir obtenu une ouverture de la part du gouvernement. Fin de la grève donc demain. Est-ce un signe de la reprise? Le Master 203 rouvre ses portes. Célèbre formation pour jeunes traders de l'Université Dauphine à Paris. Il avait fermé en 2009-2010 en raison de la crise pour anticiper les restrictions d'embauche. La filière a été remaniée pour être mieux adaptée au marché de l'emploi qui repart dans le secteur. Bérangère Dinglas. À la différence des autres formations, pas d'étudiants ni de grandes affiches pour faire la promotion du 203. Mais même relégué au fond d'une allée, le master attire les foules. Des étudiants à qui l'université parisienne pense de nouveau pouvoir offrir des perspectives. C'est une question de responsabilité finalement, ne pas mettre nos étudiants sur le marché du travail au moment où réellement il y avait un problème, notamment l'année dernière. Aujourd'hui, effectivement, les choses repartent bien sur l'ensemble des métiers des marchés financiers. Et donc, pour nous, c'est un signe positif aussi. Mais pour autant, les candidats au master ne se font guère d'illusions sur une reprise immédiate du secteur. Si le métier de trader continue de séduire, les perspectives d'une embauche rapide restent bien éloignées. Je sais qu'on trouve très facilement des stages, contrairement aux emplois. Et du coup, voilà, moi c'est plus pour l'expérience professionnelle que je peux avoir derrière. L'Université de Paris-Dauphine a tiré les leçons de la crise. La formation a été modifiée pour répondre davantage à la demande des banques anglo-saxonnes. Elle sera dispensée totalement en anglais
et des cours d'économie générale y ont été ajoutés. Le programme était très mathématique. Là, ça permet quand même de voir un peu plus ce qu'on fait au niveau global et de voir l'impact des décisions qu'ils ont prises sur l'économie réelle. Donc ça permettra peut-être à certains d'être un peu plus, de prendre un peu plus conscience de leurs responsabilités. En relançant ses formations de trader, Paris Dauphine entend bien asseoir sa réputation d'excellence. 16 personnes tuées dans un attentat en Afghanistan à Kaboul ce matin. Parmi les victimes, un Français, le réalisateur Séverin Blanchet, qui travaillait à la formation de jeunes Afghans, ont aussi été tués. Un conseiller diplomatique italien et au moins 4 Indiens. L'attaque a été revendiquée par les talibans. Elle visait un centre de résidence hôtelière pour étrangers en plein Kaboul. Allez, on passe à notre page consacrée aux élections régionales. Le dernier épisode de notre série consacrée à la région Île-de-France avec un gros plan aujourd'hui sur la vidéosurveillance. La ville de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine fait figure de pionnier en la matière, tandis que la commune de Malakoff a fait le choix de ne pas se lancer dans cette voie. Le reportage de Marie Brémaud. Vous avez une caméra qui est implantée à nouveau sur un mobilier urbain au niveau de l'éclairage public. Des caméras comme celle-ci, il y en a une 50aine sur la voie publique à Levallois-Perret. Dans cette paisible ville des Hauts-de-Seine, la vidéosurveillance rassure les 60 000 habitants. Tout ce qui est filmé est regardé 24 heures sur 24 par des agents au poste de surveillance de la police municipale. Et apparemment, les résultats en matière de lutte contre la délinquance sont au rendez-vous. On a constaté leur efficacité en utilisation quotidienne, également en termes d'identification lors des réquisitions judiciaires que la police nationale nous transmet. La ville sous-traite également la vidéosurveillance des parkings publics à une entreprise. Et là, ce sont plus de 700 caméras qui sont installées. Le chef d'orchestre de cette politique en matière de sécurité, c'est Patrick Balkany. Il y a presque 20 ans, personne n'y croyait, sauf lui. Aujourd'hui, les caméras sont pour le maire de Levallois-Perret plus que jamais un moyen de dissuasion. Pour les gens qui n'ont rien à se reprocher, ils sont ravis qu'il y ait des caméras. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être protégés eux-mêmes. Ensuite, moi je trouve que ne pas mettre des caméras ou refuser qu'on mette des caméras, c'est inciter des délinquants à arracher un sac, arracher un téléphone portable. Le jour où ça arrivera à leur femme ou à leur mère, ils penseront peut-être pas la même chose. Malgré une tendance générale au recours de la vidéoprotection, certaines communes résistent. À quelques kilomètres de Levallois-Perret-Malakoff, 30 000 habitants et pas une seule caméra. C'est effectivement un choix politique, c'est-à-dire qu'il nous semble d'abord que c'est un peu une atteinte aux libertés de mettre des caméras dans la voie publique pour regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et puis surtout, je ne sais pas si c'est le véritable moyen efficace de lutter contre la délinquance. On installe des caméras dans la voie publique dans un endroit, la délinquance, elle se déplace. Difficile de tirer un bilan de l'efficacité de la vidéosurveillance car les différentes études se contredisent. En tout cas ici, la mairie a privilégié des équipes de prévention sur le terrain. À Malakoff comme à Levallois, la délinquance est quasi nulle. Bonsoir Robert Colonna d'Istria. Bonsoir. Historien, écrivain, journaliste, vous publiez avec Ivan Stefanovic Région, le grand gaspille. Alors vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, hein, c'est un peu votre spécialité. Vous avez aussi publié une enquête sur les super privilégiés de la République, enquête qui visait les sénateurs. Alors là, qu'est-ce que vous reprochez aux élus régionaux? Pas grand-chose. Pas grand-chose, très peu de choses. C'était notre point de départ, savoir qu'il y avait des gaspillages dans les collectivités territoriales. Et très vite, nous nous sommes aperçus que ces gaspillages, en réalité, étaient relativement modestes, même si il y en avait quelques-uns d'assez emblématiques, spectaculaires, amusants, et qu'on pouvait facilement montrer du doigt. Les cigares de M. Guévert, président du Conseil régional de Picardie, les caprices du président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, qui roule le carrosse, qui refait son cabinet de toilette à grands frais. Tout ça est un peu anecdotique. Il y a certes des gaspillages. Il y a des gaspillages qui tiennent à une tendance qu'ont les collectivités territoriales à recruter beaucoup, par exemple, et à gagner un peu d'embonpoint. Donc tout ça coûte cher aux contribuables et n'est pas très utile pour l'administrer. Il y a des gaspillages qui tiennent à la propension des collectivités territoriales de faire un peu de concurrence avec les voisines. Alors les régions sont en concurrence avec les départements, même si théoriquement leurs compétences ne sont pas les mêmes. Elles sont en concurrence avec les départements,
évidemment, avec les grandes villes, et donc elles font assaut de politiques de communication, par exemple, ou d'investissements qui sont remarquables pour précisément être remarqués. Mais alors, c'est anecdotique ou c'est parce que vous titrez le grand gaspille donc, oui, parce qu'il y a un grand gaspille. Parce qu'il y a un grand gaspille, qui tient moins au mauvais usage que les conseillers régionaux font des deniers publics qu'à la mauvaise organisation des pouvoirs publics en France. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème qui est premièrement, ce qu'on appelle le millefeuille administratif, donc 36 strates administratives et des collectivités territoriales qui font tout un petit peu la même chose, qui sont compétentes partout, universellement, premièrement, et deuxièmement et surtout, des collectivités territoriales qui ne sont pas assez autonomes, et en particulier qui n'ont pas suffisamment d'autonomie sur le plan fiscal. C'est-à-dire que les collectivités territoriales ont un pouvoir, en réalité, qui est un pouvoir de dépenser. C'est un peu comme l'enfant à qui vous donnez de l'argent de poche. Vous lui donnez un peu d'argent, vous lui dites, voilà, bon, alors elle dépense. Elles font leur boulot, elles le font plutôt mieux que ce que faisaient souvent les administrations de l'État autrefois, mais elles ne sont pas très responsables, et du moins les administrés, contribuables, ne mesurent pas ce que ça leur coûte. Tout simplement parce que jusqu'à 60-70% dans certains cas, des recettes d'une collectivité territoriale sont des transferts de l'État. Donc, les collectivités territoriales ont le pouvoir de dépenser. Et donc, ça leur est facile d'avoir le geste large. Donc la suppression de la taxe professionnelle, ça va encore aggraver... Et ça va probablement aggraver cette propension. Ça recentralise encore un peu les impôts. Alors en revanche, la suppression, la création de conseillers territoriaux à la place des conseillers régionaux et généraux, ça va plutôt dans le sens que vous indiquez, enlever ce millefeuille un petit peu. Ça va peut-être simplifier le millefeuille. Mais la vraie simplification serait de rendre chaque collectivité compétente dans un domaine et chaque collectivité responsable d'un impôt. Ça, c'est la réforme centrale. C'est prévu, hein, chaque collectivité a des compétences bien définies. Non, oui, mais chacune a une compétence générale. C'est-à-dire que chacune peut intervenir à peu près partout. Par exemple, ce sont les départements actuellement chargés de la politique sociale. Mais la plupart des régions ont des actions sociales, comme la plupart des communes ont des actions sociales, surtout les grandes communes, face au développement du chômage, de la pauvreté, l'allongement de la durée de vie, les problèmes posés dans la société par les vieilles personnes. Tout le monde veut un petit peu s'en occuper. Et pas seulement les départements qui sont, pas par la loi, mais de fait chargés de cette affaire-là. Donc tout le monde se marche un peu sur les pieds. Là, il y a une source de gaspillage. Alors, probablement la création des conseillers territoriaux va dans le bon sens. C'est-à-dire que si ce sont les mêmes personnes qui délibèrent d'un côté et de l'autre, probablement, ça devrait éviter les doublons. Mais ça ne résout pas le problème de l'existence d'une double administration, si vous voulez. Vraiment, juste d'un mot, c'est pas la gestion, parce que 20 régions sur 22 pour le moment sont détenues par les socialistes, c'est pas la gestion socialiste que vous pointez, mais plus l'organisation, la décentralisation. Nous aurions aimé, pour l'objectivité de notre travail, que les choses soient mieux réparties entre le Parti socialiste et les autres formations. Mais ce n'est vraiment pas la gestion socialiste qui est visée. Bon, le hasard fait que 20 régions métropolitaines sur 22 sont gérées par le même parti. Mais ce serait, la majorité, ce serait pareil. Mais ce serait exactement la même chose. Et nous avons les souvenirs avant cette gestion socialiste, il y a eu d'autres gestions de l'UMP qui ont donné lieu à des dérives à peu près comparables. Lorsque dérives il y a, mais elles sont encore une fois marginales par rapport à ce que coûte la mauvaise organisation des choses. Merci beaucoup Robert Colonna d'Istria d'être venu nous parler de ce grand gaspillage à quelques semaines, à 15 jours du premier tour des régionales. Allez, on passe à la chronique parlementaire de Delphine Girard. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Alors cette semaine a été marquée par l'audition des deux nouveaux sages qui vont faire leur entrée au Conseil constitutionnel, Michel Charasse et Hubert Haenel, deux sénateurs qui ont donc été auditionnés, entendus par la commission des lois au Sénat. Alors ça a servi à quoi ? C'est bien la question qu'on peut se poser, à quoi ont servi ces auditions? Car dans un premier temps, je vous rappelle que ces auditions ont été organisées dans l'urgence. Il aura fallu attendre mercredi matin que les noms soient officialisés pour que les sénateurs puissent s'organiser. Ça n'a pas plu d'ailleurs aux sénateurs, ils n'ont pas vraiment apprécié, ils l'ont fait savoir. Écoutez le sénateur centriste du Loir-et-Cher, Pierre Fauchon. Il n'y a pas de décision raisonnable qui comporte un certain délai de réflexion dans aucun domaine. Et qu'est-ce que c'est qu'une décision, un examen qui suit de quelques heures la proposition? Non seulement il y a les raisons invoquées par Mme Borvon, on peut être absent, mais surtout on peut avoir besoin d'informations, on peut besoin de réfléchir. On nous a communiqué hier des documents que nous n'avions pratiquement pas seulement le temps de lire avant de nous prononcer. Donc les sénateurs ont regretté le manque de préparation, mais surtout ils n'ont pas pu voter à l'issue de ces auditions, ils n'ont pas pu s'opposer. Tout le monde l'a regretté, à commencer par Nicole Borvo Cohen-Seat, c'est la présidente du groupe communiste au Sénat, on l'écoute.
Il est regrettable que nous soyons amenés à voter cette loi au lendemain des auditions concernant 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Leur nomination effective devant intervenir d'ailleurs plus tard, je crois qu'il aurait été vraiment utile de faire concorder les deux, puisque ça nous aurait évité un simulacre de consultation en public, puisqu'il s'agissait d'une audition sans effet aucun. Alors, pourquoi ils n'ont pas pu voter, les sénateurs? Ils n'ont pas pu voter car le projet de loi qui leur aurait permis de s'opposer à ces nominations n'a été voté qu'hier, donc au lendemain des auditions. C'est un projet de loi qui prévoit que le Parlement peut s'opposer aux nominations du président de la République à condition de réunir la majorité des 3/5. Alors, 2 sénateurs donc, qui quittent la Haute Assemblée, est-ce que ça va un petit peu changer la donne? Oui, on va assister à un jeu de chaises musicales au Sénat, car avec le départ de Michel Charasse, c'est le groupe RDSE qui pleure, ce sont les radicaux de gauche au Sénat, et le groupe PS qui rit, car le suppléant de Michel Charasse, qui va donc lui succéder, est un socialiste, c'est le maire PS de Clermont-Ferrand, Serge Godard. Le groupe RDSE, quant à lui, perd un membre, Michel Charasse, qui avait donc rejoint ce groupe après son exclusion du PS en 2008. De 17, ils passent à 16 membres. Ils sont un petit peu en danger car il faut un minimum de 15 membres pour constituer un groupe politique au Sénat. Quant à Hubert Haenel, il libère donc la présidence de la Commission des Affaires européennes. C'est Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin et ancienne maire de Strasbourg, qui est pressentie pour le remplacer. Et dans ce cas-là, la présidence resterait alsacienne. On en saura un peu plus après les régionales. Affaire à suivre donc. Merci Delphine, à la semaine prochaine. On ouvre la page internationale de ce 18h avec Barack Obama qui n'arrive plus à se dépêtrer de sa réforme sur l'assurance maladie. Hier, le président américain organisait un sommet bipartisan avec une quarantaine d'élus, républicains et démocrates, pour essayer de trouver des points de convergence devant les caméras de télévision. Tam Tranui. Ce que j'espère que nous accomplirons aujourd'hui, c'est que je ne veux pas que nous soyons focalisés sur nos désaccords, mais sur ce qui nous met d'accord. Hier, comme à son habitude, Barack Obama recherchait le consensus. 40 parlementaires démocrates et républicains étaient rassemblés autour de lui pour 7 heures de discussion. Son objet, l'assurance maladie. Au bout du compte, peu de points de convergence et des désaccords flagrants qu'Obama lui-même a qualifiés de philosophiques. Les passes d'armes ont été nombreuses. Nous ne sommes plus en campagne. L'élection est terminée. La réponse est sèche et s'adresse à John McCain. Le concurrent malheureux à l'élection de 2008 a signifié à Obama qu'il ne représentait pas le changement espéré à Washington. Il faut dire que la réforme de l'assurance maladie était une promesse de campagne essentielle pour Barack Obama. Le dispositif actuel est coûteux, porteur de lourds déficits et laisse des dizaines de millions d'Américains sans couverture. Mais au bout de 2 mois de négociations, ça coince toujours. Fort de 2 sièges supplémentaires au Sénat, les républicains peuvent bloquer la réforme. Dernière porte de sortie pour le président américain, le passage en force au Sénat par une procédure dite de réconciliation. Pas sûr que l'expression soit bien choisie. Bonsoir Charlotte Lepris. Bonsoir. Spécialiste des États-Unis à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Alors la réforme de l'assurance maladie de Barack Obama semble très mal engagée là. Alors, pas tant que ça, puisqu'il y a quand même le débat. Les républicains ne peuvent plus dire que Barack Obama n'a pas voulu en discuter et n'a pas écouté leurs propositions. Donc, il a quand même voulu montré devant les caméras que finalement c'était de leur faute, c'est ça? Qu'ils avaient une responsabilité, que s'il y avait un échec, que les républicains étaient responsables également. Il a voulu faire preuve de transparence en montrant quel type de débat il voulait. Il a répondu point par point à toutes les interrogations des républicains. Donc on a eu quand même un débat assez ennuyeux finalement, mais très technique. Donc on a vu quand même un Barack Obama qui connaissait bien son dossier, et puis des républicains qui avaient des questions très précises à lui poser. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce que va devenir, quelle va être la suite de ce débat qu'il y a eu hier. Et là c'est la grande question, la réconciliation dont vous parliez, qui est une réconciliation budgétaire, donc c'est une procédure technique au Congrès américain qui permet de ne pas passer par les 60 votes qu'il faudrait au Sénat pour avoir une loi, mais seulement la majorité simple, donc 51 voix. Donc ça peut passer en force? Ça peut passer en force puisqu'il y a juste besoin d'avoir la majorité des démocrates et il l'a. Donc il peut passer par cette procédure-là, mais ça serait un peu
clore le débat alors qu'il avait parlé d'une grande réforme bipartisane et consensuelle. Donc là, on casse un peu l'image que voulait Barack Obama pour cette réforme. Et ça risque d'être un petit peu mal vu dans l'opinion, ou alors la réforme, c'est ça qu'on n'arrive pas bien à comprendre, et les Républicains se servent de ça, c'est que la moitié à peu près de la population est contre cette réforme. Pourquoi ? Alors, parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement, ils ne veulent pas que Washington gère ces affaires-là. Mais Barack Obama en a fait vraiment une question de principe. Il veut aboutir sur cette réforme, il ne lâchera pas. Beaucoup de conseillers vont dans ce sens-là. Il ne faut pas lâcher sur cette réforme-là, parce que c'est vraiment la réforme phare de l'administration du premier mandat. Et s'il lâche là, il va vraiment être accusé de faiblesse. Et puis il se dit que dans quelques années, quand on regardera en arrière son bilan, il y aura avant tout cette réforme et il faut absolument qu'il la passe. Cette réforme, mais qui malgré tout, pour l'instant, le texte a déjà beaucoup perdu de cette substance par rapport au texte initial. Donc il va en rester quoi en fait de cette réforme de l'assurance maladie? Actuellement, il y a deux textes. Il y en a un qui est à la Chambre des représentants, qui est assez progressiste. Donc il y a encore cette idée d'option publique qui est mise. Et il y a le texte du Sénat qui est lui beaucoup plus modéré. Et Barack Obama s'est plus appuyé sur ce texte-là qui a plus de chances d'avoir un rassemblement autour de lui parce qu'il est moins controversé et en étant plus modéré. Donc c'est ce texte-là qui risque de passer et forcément il y a moins de révolution dans le texte du Sénat. Mais c'est un mieux quand même pour tous ceux qui ont 50 millions de personnes qui n'ont pas de soins aux États-Unis. Alors d'après les derniers chiffres qui ont été fournis par la Maison-Blanche, il y aurait 31 millions d'Américains qui seraient couverts par le texte qui est actuellement discuté. Donc pas tout le monde, mais c'est déjà mieux qu'avant. C'est déjà un plus par rapport au système qui est actuellement. Tout le monde s'accorde, c'est là qu'on a bien vu quand même pendant ce débat-là, c'est que tout le monde est d'accord sur le constat, c'est-à-dire qu'il faut changer le système parce que sinon on va dans le mur. Mais quels sont les moyens, c'est là la question. Merci beaucoup Charlotte Lepris. Merci pour votre décodage. Dernière page de ce journal, le Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes demain. Une inauguration en l'absence du chef de l'État qui préfère venir à la fin de l'événement. Et certains agriculteurs y voient une dérobade alors que la profession est en pleine crise. Les revenus des agriculteurs ont en effet plongé de plus de 30% en 2009. Laetitia Pomara et Aurélien Romano. Un signe, une marque de soutien de la part du chef de l'État. C'est ce qu'espéraient les agriculteurs. Beaucoup regrettent donc son absence cette année lors de l'inauguration du Salon de l'Agriculture. Moi je pense qu'on prend les agriculteurs pour des cons. C'est pas très bien de la part d'un président, vu que depuis que je monte au salon, tout le temps, le président de la République avait inauguré le salon. On aurait bien aimé qu'il inaugure le Salon de l'Agriculture, ça aurait été un signe de sa volonté de défendre cette profession. À défaut de la venue de Nicolas Sarkozy, lors de l'inauguration du salon, les agriculteurs se retrouvent confrontés à leurs difficultés. Un revenu en baisse de plus de 30% en 2009, un chiffre qui fait mal après une dégringolade de 20% en 2008. Nicolas Sarkozy est à l'écoute des agriculteurs et leur apportera des signes de soutien forts. C'est en tout cas ce qu'affirme Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture. De leur côté, éleveurs et exploitants luttent plus que jamais pour survivre, parfois au bord de la faillite. Voilà pour parler de ce sujet, deux invités, Véronique Villain, secrétaire générale de la Confédération paysanne, et Hervé Pomereau, agriculteur à côté de Chartres dans l'Eure-et-Loire. Hervé Pomereau, est-ce que vous regrettez l'absence du chef de l'État demain à l'inauguration du Salon de l'Agriculture ? Vous savez, c'est un symbole. Historiquement, il y avait toujours les présidents de la République qui se bousculaient à l'entrée du salon le premier jour, le deuxième jour. Je pense que c'est un signe. Un signe de quoi ? C'est un signe, peut-être le président n'est pas très à l'aise avec les agriculteurs, on le voit bien. Son ministre repasse derrière pour rattraper parfois les bévues. On sent bien que les choses ne sont vraiment pas sereines et que les résultats économiques de l'agriculture en ce moment ne sont pas du tout à la hauteur des ambitions que l'on pourrait en attendre. Véronique Villain ? Oui, je pense que ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Je pense que le deuxième aussi, c'est que vraisemblablement, ça donne l'impression qu'on a un président de la République qui veut pas, ne serait-ce que donner le signe qu'il va faire quelque chose pour l'agriculture. Alors pourtant, à notre avis, Bruno Le Maire a dit qu'il était très à l'écoute et qu'il apporterait des signes de soutien fort à la profession. Ça vous rassure pas, ça ? Non, disons que être à l'écoute, je pense que c'est le travail des ministres et puis et c'est normal, c'est une bonne chose, mais les signes de soutien, aujourd'hui on sait qu'il va falloir aller carrément dans un autre sens au niveau de la politique agricole et c'est pas ne serait-ce que des aides financières qui vont pouvoir sortir les agriculteurs
des difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Alors on a posé la question à nos téléspectateurs via notre partenaire, le nouvelobs.com. Aide aux agriculteurs, justement, le gouvernement en fait-il assez? Donc assez mitigé, oui à 47%, non à 42%, pas de majorité. Vous, évidemment, vous trouvez que le gouvernement n'en fait pas assez, j'imagine? Les choses ne sont pas si simples. Moi, je crois que, d'abord, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures avec des filières différentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu de crise, et toutes les filières sont en difficulté. Donc là, il y a vraiment un problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il y a une absence de visibilité. Parce qu'on pourrait très bien dire, voilà, on a vécu des belles années. C'est vrai que les 2 dernières années qu'on a pu vivre étaient des années correctes, voire exceptionnelles, sur le plan économique, je parle. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où on nous demande beaucoup, en termes de qualité de produit, en termes de quantité, en termes d'emploi, en termes, enfin, sur tout un tas de critères. On a beaucoup d'exigences à l'égard de l'agriculture. L'agriculture s'efforce d'y répondre. Je crois qu'elle y répond d'ailleurs assez bien. Et puis, en contrepartie, la contrepartie serait évidemment une lettre de mission un peu claire sur le devenir de l'agriculture à plus ou moins long terme, et que cette lettre de mission soit non seulement nationale mais aussi européenne. Donc là, je crois qu'il faut à la fois que le gouvernement nous donne une lisibilité, parce qu'on peut effectivement passer des années de crise, parce que le contexte est difficile pour tout le monde, mais il faut aussi nous donner une note d'espoir et une ligne directrice pour savoir vers où on va, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une situation de paradoxe. On a une situation de paradoxe parce que tout à la fois on nous demande des volumes, de la qualité, et par ailleurs on nous demande de l'environnement, moins d'intrants, et puis on est pris dans la cisaille des prix, entre coûts de production, distorsion de concurrence, enfin il y a tout un tas de paramètres qui viennent et qui sont vraiment paradoxaux les uns envers les autres. Pour qu'on comprenne bien les difficultés que vous rencontrez au quotidien, vous personnellement, sur votre exploitation, à quoi vous devez faire face tous les jours? Je crois que la première chose à laquelle on doit faire face, c'est la disparition du revenu. Mon interlocuteur dit les deux années précédentes étaient bonnes. Je pense qu'il devait être en production céréalière ou parce que dans d'autres productions on est loin de donc ça. Vous, par exemple, le revenu, moi je suis en production laitière. Le revenu moyen, la baisse de revenus de cette année, c'est moins 34% sur la moyenne des productions pour l'année 2009, mais ça s'ajoute à une baisse qui avait déjà sur la moyenne des productions agricoles en France en 2008 de moins 20%. Donc c'est 2 baisses qui se cumulent. Donc on ne peut pas dire que la situation se dégrade uniquement cette année. Ça veut dire que c'est un schéma de longue date. La baisse des revenus, ça veut dire qu'on s'endette au quotidien? Oui, ça veut dire clairement qu'on ne prélève pas d'argent pour vivre. Ça veut dire que les gens qui sont dans des situations financières confortables, ils prennent sur leur bas de laine pour diminuer un petit peu, diminuer les prélèvements sur l'exploitation. Les gens qui ont des conjoints qui travaillent s'en sortent comme ça, mais c'est pas une solution pérenne, et c'est de toute façon pas quelque chose qu'on peut installer durablement quand on est aux manettes d'un pays et qu'on est responsable de l'agriculture d'un pays. Donc quelle est la réponse que vous attendez, ou les réponses que vous attendez? Alors clairement, ce que la Confédération paysanne souhaite voir traité comme problème, à notre sens, c'est pas tellement de dire la volatilité des prix. Certes, la volatilité des prix, elle existe, mais pourquoi est-ce qu'il y a une volatilité des prix? C'est parce qu'à aucun moment il n'y a régulation des volumes de production, et quand on les régule, on ne les régule pas suffisamment. Donc il faut adapter l'offre à la demande, notamment de l'Union européenne, et si on aboutit à ça, on arrivera à avoir des prix qui rémunéreront les paysans. Mais il ne faut pas absolument pas compter que ça puisse être des aides qui remplacent des prix qui vont baisser de moins 10, moins 20, moins 50%. C'est quelque chose de complètement aberrant. On ne peut pas demander ça aujourd'hui à une société, de soutenir une agriculture qui n'est pas régulée, qui n'est pas encadrée, qui n'est pas un minimum orientée pour avoir les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, on est sur un potentiel de départ de l'agriculture extrêmement important, et aujourd'hui on est au virage où les gouvernements et les responsables politiques doivent savoir s'ils veulent encore des paysans demain. On en est là aujourd'hui. 30 dernières secondes, vous êtes d'accord avec ce constat et cette revendication? Alors, avec un petit bémol, il est vraiment compliqué de vouloir contrôler les volumes produits, parce que les frontières ne sont pas étanches, tant au niveau français qu'au niveau européen et qu'au niveau mondial. Et si on limite la production, c'est vrai que c'est compliqué, c'est tentant de dire ça, mais moi je ne partage pas cet avis, parce que si on limite la production,